Okay, anytime. So, yes, my name is, you want me to introduce myself? Alors, je m'appelle Claude Senouf et je suis originaire du Maroc. Et effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à Paris et particulièrement à Saint-Germain-des-Prés, à une période où je pense qu'il y avait un charme très fort et une capacité de séduction très importante. Les lieux que nous fréquentions la nuit, parce que la vie la nuit était très importante, beaucoup plus importante que ce qui se passe aujourd'hui, et donc c'était une grande partie de la vie sociale qui se déroulait la nuit à Saint-Germain-des-Prés. Alors on rencontrait toutes sortes de gens. Moi je suis allé, par exemple, dans cet endroit qui est un petit peu légendaire comme ça, qui s'appelait Castel. Je suis allé chez Castel avec Francis Bacon, par exemple, mais en même temps, on pouvait rencontrer Siné ou Claude Chabrol ou Jacques Chazot ou bien Jacques Martin, et qui étaient des gens très accessibles la nuit. On peut dire la nuit tous les chats sont gris, c'est-à-dire cet habit de lumière de la nuit de Saint-Germain-les-Prés, où tout était possible. Je me souviens de ce cinéaste, excusez-moi, le fils de Kirk Douglas, Michael Douglas, qui dînait à côté de nous dans ce qu'on appelait la buvette chez Castel, qui était donc le petit restaurant qui était juste à l'entrée. Et je me souviens de son regard de jeune homme émerveillé, qui regardait autour de lui un monde complètement rutilant, et en même temps, je dois dire qu'il y avait une forme de créativité dans les échanges. Parce que c'était pas juste, excusez-moi l'expression, c'était pas juste la drague, c'était aussi, parce que c'était après les années 68, un désir de connaissance et de liberté, et en tout cas de s'affranchir du carcan du dogme. Donc voilà, c'était une atmosphère très intéressante. Et donc j'avais la chance d'être ami avec un jeune photographe qui malheureusement nous a quittés, qui est mort dans un accident stupide à New York. Il s'est fait renverser par un autobus et il est mort. À cette époque-là, il était bien vivant, et il était ami avec la personne qui avait créé l'agence de mannequins Elite, qui s'appelait John Casablanca. Et donc, comme ça, il s'essayait à faire des photos des plus grands mannequins au monde dans la journée, et qu'on retrouvait bien entendu le soir. Alors, on était à la fois naïfs et innocents, et on avait à notre table, justement chez Castel, les plus belles femmes du monde. Et je dois dire que ça faisait un effet tout à fait extraordinaire. On était les privilégiés au sein des privilégiés. Alors il y avait aussi beaucoup de galeries. J'ai eu la chance d'être ami avec Claude Bernard de la galerie Claude Bernard. Donc bien entendu, cette galerie rue des Beaux-Arts était une des plus vivantes et qui présentait certainement les expositions
les plus denses. Et on parlait de Bacon tout à l'heure. C'est là qu'il a fait une de ses plus grandes expositions quand il a commencé à avoir cette notoriété. Et Claude m'a proposé, il m'a dit, mais écoute, achète un tableau. Je pouvais acheter ce tableau pour 50 000 francs à l'époque. Donc, il n'y avait pas à Saint-Germain que la vie nocturne et les boîtes de nuit. Il y avait aussi, et surtout, je dirais, donc il y avait la librairie La Une, qui existe toujours, et qui était un petit peu le centre de tout ce qui était publié, de l'endroit où on pouvait voir et acheter tout ce qui était publié. Et puis il y avait aussi beaucoup de galeries d'art très importantes. Et la vie un petit peu se structurait autour de ces galeries. Et la plus importante dans ce quartier était celle de Claude Bernard, la galerie Claude Bernard, donc qui montrait, qui était un des premiers à montrer les œuvres de Francis Bacon. Et là j'ai une anecdote à ce propos. Donc Bacon avait fait son vernissage et puis alors Claude me dit, bah, écoutez, moi je ne sais pas ce que je vais faire avec Bacon maintenant. Il ne se couche pas avant 3 ou 4 heures du matin, il boit comme un trou, et moi je ne peux pas. Il m'a dit, moi, à 11 heures, il faut que je sois... Je lui ai dit, bon, écoute, il m'a dit, prends les choses en main, et puis tu vois, tu les emmènes à droite, à gauche. Alors, on se retrouve donc à la sortie du dîner de vernissage, avec Francis Bacon, avec un artiste qui s'appelle Sam Safran, avec un écrivain qui nous a quittés, un écrivain de très très grand talent, qui s'appelait Jean Paget, et avec Nadine Haïm, la sœur de Claude Bernard. Alors pensant faire plaisir, et de façon grotesque, pensant faire plaisir à Bacon, ils ont suggéré tout de suite un endroit qui s'appelait Le Nuage, qui était un bar gay. Alors ils se sont dit, bon, Francis Bacon va être content, il va être là-bas. Bon, c'était épouvantable. On était là, il y avait 3 clampins et une personne qui se regardaient comme ça. Alors, au bout d'un moment, je dis, bon, il était déjà tard, il était déjà plus de 11h30 du soir. Je dis, écoutez, bah, je vais vous emmener chez Castel. On arrive chez Castel, et alors, bien entendu, même si on était membre ou ami de Castel, c'était délicat de venir avec 5 ou 6 personnes. Et donc, il fallait prévenir un tout petit peu en avance. Donc, je les précède et je dis, voilà, nous avons ce soir un invité de marque. Il s'agit de Francis Bacon. Comment Francis Bacon? Ils étaient tous dans un état d'excitation intense. Et Bacon arrive et on s'installe à une table. Et je me souviens qu'on commande une bouteille d'un whisky qui s'appelle le Stratisla. C'était un whisky de Malte. Et on le trouvait donc chez Castel. En fait, c'était la marque Chivas. C'est le Malte, le pur Malte de Chivas. Enfin, je ne sais pas si vous êtes des amateurs de whisky, mais c'était le nec le plus ultra. Alors Francis Bacon, joyeusement, il buvait ça comme de la limonade. Alors, il a pratiquement vidé 3/4 d'une bouteille de whisky. Et avec son charisme, Bacon parlait avec tout le monde. Il était comme s'il aimantait les gens. Et il s'est mis à parler avec
des gens anonymes comme ça, qui ne savaient pas d'ailleurs qui il était, ils ne connaissaient pas son identité, mais il avait une présence et un charisme tout à fait extraordinaire. Et donc, ensuite on a terminé la nuit dans un autre endroit gay, mais cette fois-ci c'est un endroit gay pour les femmes qui s'appelle le Katmandou. Et lui il n'a pas cessé de boire, et bon, et après ça, moi je voyais tout qui tournait, il fallait d'urgence que je rentre chez moi. Je suis rentré chez moi et je l'ai retrouvé le lendemain à la galerie, puisqu'on avait convenu de se retrouver à la galerie. Il était frais comme un gardon. Moi j'ai pris 50 aspirines, je m'étais mis de la glace sur la tête, et lui il était impeccable. Et bon, ça c'est une anecdote enfin, qui est amusante, mais il y avait l'innovation de Claude Bernard, qui avait été le premier à montrer César, donc le peintre et le sculpteur César. Il fait l'exposition de Bonnard, du peintre Bonnard, tout à fait exceptionnelle, et c'est lui qui a fait la première exposition de Picasso après la Dation. Donc après que Picasso ait réglé enfin, après la succession de Picasso ait pu être réglée. Mais c'est quelqu'un Claude Bernard, c'est quelqu'un de très important dans l'art jusqu'à ce jour. C'est un homme qui était capable de suivre un artiste complètement, de lui donner toutes les possibilités matérielles et morales et artistiques aussi, de poursuivre, de pousser sa carrière. Enfin, il y en avait d'autres, il y avait par exemple aussi l'organiste Jean Guillou, qu'on voyait souvent. Il y avait beaucoup d'autres gens, enfin, je ne sais pas les citer comme ça, les uns après les autres. Et pour les endroits où est-ce qu'on dînait? Alors, on dînait chez Balzar, parce qu'il y avait deux brasseries, Lippe et Balzar. Et les gens qui allaient chez Lippe et ceux qui allaient chez Balzar. Alors, Lippe, c'était, il faut bien le dire, un petit peu m'as-tu vu, c'est un petit peu voilà, les arrivistes, un peu comme ça. Bon, il m'arrivait d'y aller, mais je me suis jamais senti très à l'aise. Alors que chez Balzar, bon, il m'est arrivé de dîner à côté d'Emmanuel Rivin, plusieurs fois, et à côté de Godard, et à côté d'autres gens qui étaient des gens qui étaient beaucoup plus engagés sur le plan intellectuel, peu importe s'ils étaient de gauche ou s'ils n'étaient pas de gauche. Et alors il fallait trouver un lieu où on pouvait dormir. On avait le couvert, mais il fallait le gîte aussi. Et il m'arrivait de passer de longues périodes ici, à l'hôtel de la Louisiane. Donc il y avait beaucoup de mannequins qui habitaient. Le prix de la chambre était 100 francs par nuit. 100 francs par nuit, c'était rien, quoi. Et c'était moins confortable que ça l'est maintenant. Les lits étaient un petit peu défoncés, c'était pas rafraîchi comme ça l'est aujourd'hui. Mais alors, dans chaque chambre, il y avait des photographes qui habitaient ici. Et les filles on les croisait dans le couloir, des filles superbes qui allaient d'une chambre à l'autre, et ça, on entendait les éclats de rire. C'était très simple, parce que ces filles nordiques, elles aimaient, donc elles étaient éblouies par leur ascension
sociale qui était très très rapide, puisque elle venait de la campagne suédoise ou norvégienne, et tout de suite on leur proposait des revenus, des salaires qui étaient gigantesques pour eux. Et donc c'était très sympathique. Il y avait vraiment une ambiance extraordinaire. Et alors beaucoup plus tard, j'y suis revenu, peut-être 12 ans ou 15 ans plus tard. J'avais rapporté des États-Unis une moto, une Harley Davidson, magnifique, sublime, et je l'ai garée dans un parking rue Dauphine, et on me l'a volée. Et je ne l'ai jamais retrouvée. C'est probablement des gens qui m'ont suivi avec une camionnette et qui l'ont chargée et qui sont partis avec. Alors c'est une histoire triste, mais en même temps, ça m'a lié à l'autre. C'est un épisode, une ponctuation qui m'a lié à l'hôtel. Et alors, ce qui m'a lié plus que tout à l'hôtel, c'est une jeune femme qui travaillait, qui était un petit peu chef de réception, et qui avait été la compagne de Steve. Steve était le propriétaire de l'hôtel. Ils s'étaient séparés, elle était restée elle, à l'hôtel, et donc j'arrive à l'hôtel, et elle me reçoit de façon glaciale, presque insolente et agressive. J'étais un petit peu désarçonné, je ne savais pas quoi lui dire. Et lorsqu'on m'a volé la moto, elle a compati un petit peu. Et donc c'était une très belle femme d'origine allemande de Hambourg. Et donc finalement on a vécu 6 mois. On a vécu 6 mois ensemble après ça. Comme quoi, parfois, les chocs comme ça de la rencontre peuvent générer d'autres sentiments. Japonais, it's okay. Yes, I speak Japanese, I understand. Bodo. Oh, great. Tarantino? So, No, it's not true. you know, Quentin Tarantino is coming to here every year. Yes, Yes, but he has a lot of money. He can go to Hotel Ritz, yes. but he wants to stay. Ready? Okay, ready, 3, 2, 1. Alors, à cette époque-là, en tout cas un petit peu plus tard, je dois dire, oui, alors replaçons les choses en perspective. Donc lorsque je suis revenu à la Louisiane, c'est-à-dire à ce moment-là, on est après les années 80, le décor avait changé, et l'écrivain Albert Cossery habitait en permanence à la Louisiane. Mais c'était un homme très discret, réservé, un petit peu renfermé sur lui-même, et c'était pas un homme d'accès tellement facile. Il était très doux et il aimait bien écouter les gens parler. Il n'aimait pas beaucoup parler, lui, de ce qu'il faisait ou de son travail, donc de sa littérature. À force de se voir, à force de se rencontrer, eh bien, on se saluait très cordialement. Il arrivait parfois qu'il attende un taxi, on parlait à ce moment-là, en bas à la réception, chacun assis sur un fauteuil. Mais disons qu'on n'a jamais eu l'occasion véritablement d'aller ensemble prendre un verre. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire sur Albert Cossery. Donc un homme doux, sensible, réservé et très pudique.
Et très sensible aussi, hypersensible. On voyait dès qu'il y avait un bruit fort, c'était comme un côté un peu comme un chat craintif. Mais puisqu'on parle de littérature, si vous permettez, je vais vous raconter une autre anecdote, celle-ci vraiment passionnante. Donc j'avais créé un journal en langue anglaise qui s'appelait The Paris Reporter. Et donc on était toujours un peu à la recherche de choses nouvelles et de choses qui pouvaient constituer un événement. On avait rencontré d'ailleurs, puisqu'il y a en ce moment une exposition d'Helmut Newton à Paris, j'avais rencontré plusieurs fois. Et c'était un homme charmant, et d'ailleurs qui dans ces échanges, disons sur le plan social, il n'avait pas du tout ce côté sulfureux ou ce côté de recherche d'un érotisme un peu décalé comme ça. Ces femmes nues, vêtues de cuir, presque harnachées. Non, c'était pas ce qu'on. Au contraire, c'est comme si on parlait avec un bon père de famille. Il y a quelqu'un de très structuré avec sa compagne. Je crois que c'était sa femme d'ailleurs. Ils étaient presque tout le temps ensemble et ils exprimaient une forme d'équilibre. Alors je ne sais pas ce qu'ils recherchaient exactement dans ces excès un peu oniriques. Et je pensais à Jean Genet. Tout le monde m'a dit, mais enfin jamais Genet te donnera une interview. Et je dis, on va voir. Et donc j'appelle Gallimard, et je dis, voilà, je m'appelle Claude Senouf, et je voudrais laisser un message à Jean Genet. Alors, la personne qui était l'attachée de presse de Gallimard, elle m'a dit, vous voulez parler avec Jean Genet, vous voulez laisser un message. J'ai dit, écoutez, voilà mon numéro de téléphone, ayez l'extrême amabilité de lui dire que Claude Senouf voudrait lui parler. Eh bien, moins d'une demi-heure plus tard, le téléphone sonne, dit bonjour, je suis Jean Genet. Est-ce que vous avez des liens avec les Senouf du Maroc? Je dis oui, tout à fait. Il me dit parce que moi aussi, je les ai bien connus. En fait, ce qui s'était passé, l'amour de la vie de Genet s'appelait Abdallah. Et il avait travaillé dans une société qui était gérée par mes parents au Maroc. Et donc, c'était un petit peu comme si on avait recueilli Abdallah, qu'on lui avait donné la possibilité de travailler, il lui donnait un cadre, parce Abdallah était, d'après ce que j'ai pu reconstituer, c'était un garçon qui était pas mal à la dérive. D'ailleurs, il s'est suicidé, Abdallah s'est suicidé. Et alors je lui dis, voilà, j'aimerais bien vous rencontrer. Il me dit, où est-ce que vous êtes? Je lui dis, près à Saint-Sulpice. Alors, très bien. Il dit, vous voulez qu'on se voit quand même? Il dit, maintenant, si vous voulez, on se retrouve au café de la mairie, sur la place Saint-Sulpice. Je vois arriver Jean Genet. Je n'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles. Et on reste un tout petit instant au café de la mairie et on décide d'aller dans un endroit qui s'appelait le Jardin de la Paresse, qui était un restaurant dont le propriétaire s'appelait Olivier Bétou.
on arrive au jardin de la Paresse, on s'installe, donc je connaissais un petit peu les gens, on nous installe dans une bonne table en bord, tout à fait en bord du jardin. Et à ce moment-là, j'entame une discussion avec Genet qui a duré 4 heures, où il m'a parlé de tout, de son travail, de sa vie, de ses convictions politiques. Et on a parlé de choses aussi anodines, de la vie, tout simplement, de ce qu'il aimait, de ce que j'aimais. Et à ce moment-là, donc le propriétaire, Olivier Bétou, est arrivé. Alors, si vous aviez vu sa tête, ses yeux, il avait fait des yeux ronds comme ça, il s'est approché de moi et il m'a dit, mais c'est Jean Genet. Je dis, oui, je vais te présenter. Alors je présente Olivier Bétou, Jean Genet. Et donc Olivier s'est assis avec nous. Je dis ça parce que on pourrait penser que je suis mythomane. Après tout, Genet est mort et Bacon est mort aussi. Donc ces histoires, j'ai peut-être tout simplement inventées. Ça existe, les gens qui racontent des histoires. Et d'ailleurs, je trouve ça drôle que les gens inventent des histoires. Mais dans le cas présent, ce n'est pas le cas. Donc les témoins de mes rencontres avec ces deux gens, des hommes célèbres, sont d'une part Claude Bernard et d'autre part Olivier Bétou. Et donc à la fin donc, de ces 4 heures que nous avons passées ensemble, on a bien passé 4 heures, par réserve, par pudeur, et parce que le moment était tellement authentique, je n'ai pas voulu enregistrer, je n'ai pas voulu filmer, je n'ai pas voulu enregistrer. Et je lui dis, vous savez, j'aimerais beaucoup qu'on fasse quelque chose sur le journal, qu'on reprenne un petit peu, en le concentrant, ce que vous m'avez dit. Il m'a dit, trop tard, au revoir. Et il est parti. Et il a disparu, pas dans la nuit, mais enfin, il a disparu comme ça. Et puis, je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, on avait fait la couverture d'un des numéros de ce journal sur une photo de Man Ray. Donc, c'est une femme nue, comme ça, dont on voit le dos. Et il y avait une exposition des photos de Man Ray chez Art Curial. Et pourquoi je vous parle de Man Ray, en quel rapport avec Saint-Germain-des-Prés? C'est que sa veuve habitait à Saint-Germain-des-Prés. Elle habitait rue Guisard. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. Elle me dit, mais comment, monsieur, vous avez utilisé cette photo sans me demander l'autorisation, il faut que vous payiez des droits d'auteur. Alors, je lui dis, écoutez, moi, c'est pas moi qui ai pris cette décision, ce sont l'attaché de presse d'Art Curial qui m'a donné la photo, et moi, j'écris un article complet sur Man Ray, sur ça. Je ne vous demande pas de nous payer pour ça, mais vous comprenez qu'on ne tire pas un profit de la publication de cette photo. Et finalement, elle était gentille. Je crois qu'elle s'appelait Sonia, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'elle s'appelait Sonia. Et voilà, elle l'a rappelé une autre fois. Je crois que je l'ai rencontrée, oui, brièvement. Enfin, ce n'est pas une rencontre qui m'a particulièrement marqué. Et vous, depuis le début, en fait, vous étiez journaliste ou parce que je n'ai pas très bien compris, moi. Oh, j'ai fait des tas de choses. J'ai eu un restaurant à Los Angeles. Je fais de la peinture. J'écris. Aujourd'hui, je suis un petit peu spécialisé sur le conflit du Moyen-Orient. Donc, j'essaye par mes écrits de dépasser les confrontations. C'est pratiquement devenu
impossible, mais aujourd'hui, tant qu'on peut dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis on peut toujours, puisque c'est le pays des miracles, alors on peut toujours espérer qu'il y ait un miracle et que les choses... Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer que dans le pays d'où je viens, le Maroc, que les deux communautés, la communauté juive et la communauté musulmane, ont vécu ensemble, non pas dans un esprit de tolérance, mais dans un esprit d'amour. Claudel disait, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Et c'est un enrichissement mutuel d'avoir pu donc conjuguer ces deux traditions et ces deux cultures qui sont la tradition judéo-arabe et la tradition arabo-musulmane au Maroc, dans le bonheur et dans l'amour. Donc ça, c'est mon activité aujourd'hui. Et je peins. C'est une chose aussi importante dans ma vie. Et ce qui est aussi une chose importante, c'est cette base que je me suis créée à Essaouira, dans une ville du Maroc qui est au bord de la mer, et donc qui est une ville avec un caractère historique, qui m'a profondément bouleversé et séduite dans les années 68, après 68. Et donc j'ai fait un petit peu, j'ai construit un havre de paix dans la campagne avec les gens, les paysans des alentours, entourés d'oliviers, d'arganiers, de jasmin, de bougainvilliers, de rosiers. Là, en ce moment, il y a les senteurs de fleurs d'oranger. Les orangers sont en fleurs, donc ils sont constellés de ces petites fleurs blanches et très odorantes. Et en même temps, à Essaouira, il y a cette présence de la culture par les festivals de musique. Là, à la fin du mois d'avril, il y a un festival de musique de chambre extraordinaire, dont Jean-Claude Casatsus a été le mentor il y a 3 ans, et donc qui allie à la fois une très grande qualité musicale et artistique et une dimension humaine. Et sinon, peut-être une question. Just okay. Just something like this. Hey, 3, 2, 1. Vous me posez la question, qu'est-ce qui a changé à Saint-Germain-des-Prés? Alors je vais vous dire ce qui n'a pas changé, d'abord. Parce que ce qui a changé, c'est pas très réjouissant, c'est pas très excitant. Ce qui n'a pas changé, c'est la qualité de vie, l'exigence de l'hédonisme. Les marchands de fruits, les marchands de fromage, le contact avec les gens, les commerçants du quartier. Donc ces choses-là, bon, bien entendu, par exemple ici, il y avait un écaillé, un poissonnier écaillé dans cet hôtel même, au rez-de-chaussée. Il n'existe plus. Il y avait un fromager qui n'existe plus. Il y avait beaucoup de petits commerces de proximité qui ont été remplacés, soit par des restaurants, soit par exemple pour cet excellent glacier qui s'appelle Grom. Mais il y a aujourd'hui une sophistication qui est un peu maniérée, si vous voulez. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de mentionner le prix des choses. Alors, vous dites la crise, les gens vont
ils prennent un café et un croissant excusez-moi, à 5 euros, 5 ou 6 euros. Bon, d'accord. En bas, d'après vous, combien coûte le kilo de fraises, les gariguettes? Bon, c'est délicieux. Et ils vendent ça à 30 euros le kilo. Et les gens achètent ça, ils se disputent. Comment il n'y a plus de gariguettes? Je vous avais dit de m'en garder un petit peu. Et tout ça. Bon, 30 euros le kilo de fraises, il faut le faire. Hein. C'est vraiment réservé à une élite. Une élite, pardon. Le prix ici d'un studio de 30 mètres carrés, c'est 350 000 euros. C'est-à-dire 10 000, 12 000 euros le mètre carré. Et tout ça, bien entendu, ça crée une forme... C'est-à-dire l'élitisme est devenu un petit peu exacerbé. Mais bon, il y a plus de choses... donc il y a peut-être moins d'authenticité. Mais en même temps, il y a beaucoup d'élégance. Même les gens qui sortent de chez eux le dimanche matin pour faire leurs courses, beaucoup de femmes qui ont du chien comme ça, on voit ça existe nulle part au monde. Ah, peut-être à Milan. Peut-être à Milan on retrouve en Europe cette élégance et cette exigence. Mais l'hôtel La Louisiane, c'est une île flottante d'une certaine manière, parce que les prix ne sont pas du tout en phase avec ce qui pourrait être le coût moyen des choses, des objets. Donc c'est accessible, c'est très humain. C'est vrai que si vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont travaillé à la réception, qui n'ont peut-être pas cette culture de s'il vous plaît, merci, je vous en prie, est-ce que vous êtes bien, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Ça, je me souviens l'avoir entendu dire par Steve lui-même. Donc aujourd'hui, non mais c'est normal ça, vous n'allez pas demander aux gens de mettre en priorité dans leurs exigences une forme de bienséance qui est parfois ridicule et dérisoire. Voilà, il y a moins de galeries. La galerie Claude Bernard existe toujours, mais il y avait celle de Colette Creusevaux. Il me semble qu'elle a fermé. Il y avait d'autres galeries. Il y avait la galerie du Dragon, qui était exceptionnelle, qui présentait beaucoup de peintres d'Amérique centrale. Puisqu'on parle d'Amérique centrale, j'ai bien connu Fernando Botero aussi, chez Claude Bernard. Voilà, c'était un univers très... avec ce qu'on dit en anglais un social challenge, c'est-à-dire une émulation sociale très intéressante. D'ailleurs, je parle de ça avec beaucoup de plaisir. Je me remémore des moments heureux. Voilà, merci beaucoup de vos questions. Merci à vous. Have you talked about the episode of the painting in La Louisiane? Yes. Yes. You think that's interesting? So about the family feelings of the La Louisiane. You said Oui, si vous voulez, si je parle de ma peinture, il y a des moments pour parler de certaines choses.
excusez-moi de vous dire, mais je ne sens pas vraiment le moment pour le dire. Ce que je peins, les gens ont peut-être tendance à dire que c'est la peinture abstraite. Pour moi, non, c'est pas abstrait du tout. Pour moi, la peinture, au contraire, est une chose bien concrète, puisque on prend un support, par exemple un support, on peut être un peu exigeant dans la matière, avec une très belle toile de lin. Cette toile de lin a la perfection géométrique de son tissage et de sa couleur. Si c'est une toile de lin blanc grège, naturelle, eh bien, elle est sublime. Et vous allez intervenir sur ce support qui est en lui parfait. Vous allez intervenir avec une matière qui est une matière morte, que ce soit de l'huile ou de l'acrylique, ce ne sont pas des matières vivantes. Et vous allez tenter de donner, par votre intervention, par votre construction, une vie à cette matière. Donc vous allez opérer, bon, je le dis modestement, ce n'est pas lié à la qualité forcément de l'art, mais vous allez opérer une opération de transcendance. Vous allez donner la vie à cette matière. Comment? Par des constructions dans votre esprit qui vous sont propres, par vos choix de couleurs, par les mélanges de ces couleurs, par les diverses strates, les diverses couches qui viennent se superposer l'une à l'autre, par les interventions graphiques, par les formes géométriques ou non géométriques. Lorsque vous dessinez un carré, c'est intelligible, c'est un carré. Mais lorsque vous dessinez une forme qui n'est ni un carré, ni un cercle, ni un trapèze, et qui existe avec sa propre structure, sa propre logique, c'est-à-dire qu'il va vous parler, qui va vous dire, moi, je suis une forme comme ci ou comme ça, et voilà ce que je vous dis. Il faut d'abord que vous puissiez être attentive et réceptive à ce discours ou ce message. Alors, si vous arrivez à faire parler cette construction, à ce moment-là, il y a une partie de votre défi, si on peut dire, que vous avez réussi. Donc, vous êtes arrivé à... J'aime pas tellement le terme communiquer. Vous êtes arrivé à dire quelque chose. Vous êtes arrivé à parler à quelque chose d'intime. Voilà, c'est ça. Vous cherchez l'intimité. C'est comme si vous vous rapprochez de quelqu'un très près pour lui dire un secret. Et donc, ce secret n'a peut-être aucun sens, ou peut-être qu'au contraire, la personne va accepter ce secret. C'est aussi une démarche vers l'autre, un petit peu comme l'amitié ou comme l'amour. Voilà. Jazzのお話できた。 Do you like jazz? Do you know Jazz. about I do, yes. Saint-Germain? Serge, no, this is before we were all born. No, it's a long time ago. Oui, bien sûr, le jazz ici, le caveau là. Quoique Claude Bolling se produisait aux Trois Maillets. Trois Maillets qui se trouvaient rue Saint-Jacques, à l'angle de la rue Saint-Jacques.
C'était près de la rue de la Huchette. Et donc il y avait Claude Bolling qui se produisait régulièrement. Oui, il y avait du jazz. Mais une fois que vous avez vu 5 fois Claude Bolling, bon, ben, ça va. Il y avait... Alors là, vous parlez de l'époque de Boris Vian, de Miles. Ben, moi, je n'ai pas connu ça. Hein. J'étais gosse. J'ai appris à les connaître par la suite. Miles, Juliette Gréco, tout ça. Bon, Boris Vian, bien entendu. C'était bien avant, mais ils ont été les précurseurs. C'est eux qui ont été... Vous pouvez trouver dans les événements qui ont été déterminants, les événements de mai 68, vous pouvez trouver des ferments de ce désir de liberté et ce désir, comme je vous disais, de s'affranchir du dogme. La première chose qu'on a demandé aux professeurs, c'était de ne plus être des maîtres, mais d'être des compagnons. Et donc, compagnons d'apprendre, comme l'apprentissage, comme les artisans, qui s'appellent des compagnons aussi. Donc à l'époque, l'enseignant, le professeur de faculté, c'était vraiment seul maître à bord après Dieu. On ne pouvait jamais mettre en cause ce qu'il disait, même s'il disait des choses complètement ineptes. Sa parole était sacrée. Et donc, dans les années 68, on a surtout désacralisé cette position, ce discours ce qu'on appelait un maître de conférence. Voilà. Anything else you want to say? Feel free, feel free. Are we talking about the Louisiana people, the sympathetic, the staff and the reception? Oui, ben, vous avez parlé un peu du staff d'ici, de la réception, mais surtout de avant. Après, you want to talk about now, the people of the staff now, or before? You talked about before a lot, the staff before. They're very polite, very more than now. Very, really kind, really devoted sometimes, or? So in English, he's talking about when he want to make a painting here, he asked to the... Yeah, they gave a room Yes. to him to make No, I never painted here. No, Okay. I was just... Okay. Yes, they gave me a room as a friend. It's almost like the size of 3 times Yeah. this space. They have a space where they was, you know, they have stocking things, and they give it to me for a few days, just to. Sorry. Français, Français. de dire ça en français, comme ça on peut le prendre. Ah oui, oui, oui. Donc c'est aussi un personnage ici, et avec l'amitié de Monica et l'affection de Xavier, puisque j'étais ami avec son père. Alors, forcément, voilà, il avait toujours été très cordial et très, très gentil, affectueux, moi je dis. Et un jour, j'avais envie de montrer un travail ici. Et donc je l'ai fait. Ils ont eu la très très grande gentillesse de me prêter une grande salle rectangulaire en long comme ça. Et j'ai pu montrer une quinzaine d'œuvres. Mais c'était sympathique. Bon, c'était précipité, c'est pas vraiment organisé. Je n'ai pas vendu des masses, mais j'ai quand même réussi à vendre. Et surtout, j'ai réussi à mobiliser autour de moi une soixantaine d'amis, une soixantaine de personnes. Ça, c'était important pour moi. L'exposition, oui. Vous voulez la voir? Vous voulez voir l'exposition? Non, dire que vous avez fait une exposition ici parce qu'on l'a pas eu en français.
Pardon? Si on peut l'entendre que vous disiez. Je viens de le dire, là, non? En français. Ah, Oui, okay, oui, oui. What do you want? So, because he said. Already? Yeah. But exposition in Yeah. La Louisiane. Oui, c'est ça qu'il a dit. Okay, Ouais. okay. Vous voulez que je vous dise autre chose? Ouais, c'est rigolo, on va y aller. So Maybe we can don't I can be too long because it's impossible to edit after. Oui. Sorry. Oui, ça, vous savez, là,